Voilà, le titre de cette conférence est issu du livre qu'on a écrit avec Jean-Baptiste il y a quelques années, il y a 3 ans, qui est un peu un état de l'art sur les méthodes de vote et qui est aussi un peu le départ des recherches qu'on mène, Jean-Baptiste et moi, avec d'autres collègues autour de cette question des propriétés mathématiques des méthodes de vote. Euh, On vous propose un petit plan en trois phases, comme ça a été un peu dit en introduction. D'abord, d'essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet, en fait, cette histoire de méthode de vote, de découvrir qu'il y a plusieurs méthodes de vote et qu'elles n'amènent pas toutes au même résultat. Et puis enfin, ensuite faire connaissance avec le théorème d'Arrow et voir dans quelle impasse on se trouve, mais enfin voir comment les recherches actuelles, et en particulier à tous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, donc nos recherches, Jean-Baptiste et moi, ainsi que d'autres collègues, peuvent permettre d'ouvrir des réflexions intéressantes sur la manière de voter. Alors quand on dit voter, en fait, on dit prendre une décision collective, pas forcément une décision politique. Alors évidemment, au niveau politique, comment dire, l'actualité nous rattrape, hein, parce qu'on voit qu'effectivement, la manière dont on a voté dernièrement amène une instabilité au Parlement. Euh, le Parlement, on ne va pas en parler aujourd'hui, ou par la bande, simplement, parce que nous, on s'intéresse dans l'exposé d'aujourd'hui et dans nos recherches à ce qu'on appelle les scrutins uninominaux, c'est-à-dire les scrutins où on élit une seule personne à la fois. Alors, si je dis une seule personne, ça peut être en fait un seul choix. Par exemple, vous êtes une bande d'amis et vous décidez d'aller au restaurant, il faut choisir le restaurant dans lequel vous allez aller et a priori, pour une fois, vous allez aller dans un seul restaurant. Vous n'allez pas vous faire 3 restaurants le même soir. Ou quand on fixe une date de réunion, on se met d'accord sur une date de réunion et voilà. Élire un parlement, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué et donc on n'en parlera pas aujourd'hui. L'instabilité gouvernementale, hein, elle vient quand même de plusieurs choses et elle vient en particulier d'un président de la République qui a été élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Et le fait que pour élire en France une personne, un président de la République, on utilise le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est historique et proposé par le général de Gaulle dans la 5e Constitution, mais ce n'est pas du tout anodin. Et ce qu'on vous propose de découvrir maintenant, c'est de voir que en fait, le choix du mode de scrutin peut largement influencer non seulement le vainqueur de l'élection, mais aussi, je veux dire, le profil du vainqueur de l'élection. Pour ça, on vous propose un petit exemple jouet qu'on utilise beaucoup en mathématiques pour nos recherches. C'est de prendre un cadre où on a une situation avec 5 candidats qu'on va appeler les candidats A, B, C, D, E, et puis 15 votants différents. Et on suppose, alors ça c'est une supposition qui est assez forte, mais qui est nécessaire pour faire des modèles mathématiques, on suppose que chaque votant est capable de classer les candidats dans l'ordre de son candidat préféré vers son candidat le moins apprécié. Quand on a 5 candidats, c'est à peu près c'est quelque chose qui est raisonnable, hein. On a eu en France des élections présidentielles avec 15 ou 16 candidats et on arrive peut-être là aux limites aux limites du modèle parce que je ne suis pas sûr, moi, en tant qu'électeur, que je puisse classer les 15 candidats du premier jusqu'au dernier. Autant sur les 4-5 premiers, je ne me fais pas trop de soucis pour connaître mon ordre de préférence. Autant, généralement, entre le 15e et le 16e choix, je n'ai pas vraiment d'avis. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une limite hein, qu'on fixe. C'est le fait qu'on modélise des préférences des électeurs. Et puis, la deuxième chose qu'on suppose dans notre modèle,
c'est qu'on connaît les préférences des électeurs. C'est-à-dire que non seulement chaque électeur a des préférences sur les candidats, mais en plus qu'il peut les donner. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à lui demander juste un nom, comme on fait dans les élections pour la présidence de la République en France, mais on va avoir connaissance en fait de l'ensemble de ces préférences. Alors à partir de ça, ben voilà, on peut avoir ce petit exemple jouet où on a les 15 votants qui sont représentés en colonne, et puis sur la première ligne, il y a leur candidat préféré, sur la deuxième ligne, leur deuxième candidat préféré, la troisième ligne, etc., etc. Et donc, par exemple, le votant numéro 1, il préfère le candidat A au candidat D, le candidat D au candidat C, le candidat C au candidat E, et le candidat E au candidat B. Et puis, la question qu'on se pose quand on fait du vote, c'est de déclarer une personne qui va être élue. Et pour ça, on utilise un processus qu'on appelle un mode de scrutin, qu'on appelle une agrégation de préférences, qu'on appelle une méthode de vote. Tout ça, c'est un peu synonyme pour dire, voilà, je prends, c'est une fonction mathématique en fait, qui prend en entrée de la fonction l'ensemble des préférences de l'ensemble des votants sur l'ensemble des candidats et qui donne en sortie, dans sa manière la plus frustre, un élu dans si on veut un peu plus de détails, qui peut donner une liste ordonnée des candidats en disant qui est le premier, le deuxième, le troisième, dans des préférences collectives. Alors à partir de là, on peut essayer de découvrir ensemble quelques scrutins. Le scrutin le plus simple, c'est le scrutin majoritaire à un tour. Chacun dit qui est son candidat préféré. Alors ça marche, par exemple, aux élections législatives anglaises qui fonctionnent comme ça. C'est un scrutin majoritaire à un tour. On prend un bulletin, on met un bulletin dans l'urne, on compte. Et ici, par exemple, les votants 1, 2, 3, 4 et 15, ils préfèrent A. Les votants 5, 6, 7, 8, ils préfèrent B. Les votants 9, 10, 11, ils préfèrent E. Les 12 et 13, ils préfèrent D. Et le votant 14, il préfère C. Donc finalement, on voit que A, c'est lui qui a le plus de voix. Il a 5 voix. Et donc, c'est lui qui est élu. Voilà. Facile, rapide, efficace, mais pas exceptionnel non plus, vu que si vous regardez bien ce qu'il y a sur la dernière ligne, la dernière ligne, il y a les 5 candidats qui ont voté A. En fait, leur candidat le plus détesté, c'est B. Mais les 10 autres qui ont voté pour les autres candidats, leur candidat le plus détesté, c'est A. Et donc, on arrive à faire élire, avec ce scrutin majoritaire à un tour, le candidat le plus détesté, en fait, de l'ensemble des votants. Donc ça, c'est un petit problème quand même. Et donc, effectivement, on peut se dire, pour éviter ça, c'est le fameux proverbe français, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. On peut rajouter un deuxième tour, en fait, entre les deux candidats qui sont arrivés en premier. Donc ça, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Voilà. Donc, au premier tour, c'était A et B qui étaient qualifiés, parce que A avait 4 voix A avait 5 voix et B avait 4 voix. Et puis au deuxième tour, en fait, on demande à chacun qui il préfère entre B et A. Et là, on voit toujours ceux qui ont mis A en premier, ils préfèrent A à B, ils sont 5. Ceux qui ont mis B en premier, ils préfèrent évidemment B à A, ils sont 4. Mais tous les autres qui avaient mis E, D ou C en premier, on voit qu'ils préfèrent B à A. Alors certains préfèrent beaucoup B à A, c'est les votants 9, 10, 11. Certains préfèrent très très légèrement B à A, c'est les votants 12, 13, 14. Mais voilà, de manière générale, il y a 10 personnes qui préfèrent B à A et 5 personnes qui préfèrent A à B. Et donc, le résultat du scrutin majoritaire à 2 tours est sans appel. C'est B qui est élu devant A. Et ça, c'est le scrutin que nous avons en France. Alors maintenant, il faut faire un petit détour par l'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, en France, il y a des gens qui commencent à s'intéresser aux méthodes de vote, un petit peu avant la Révolution française, concomitamment à la Révolution française. C'est pas complètement anodin. On commence à réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire émerger en fait une volonté collective, la volonté du peuple ou la volonté d'un groupe de personnes, etc. Et puis arrive le philosophe et mathématicien Nicolas Caritas, marquis de Condorcet, qui lui s'intéresse à la manière dont on fait émerger en fait un
la vérité dans un jury. Et il dit, ben voilà, il peut y avoir plusieurs scénarios. Les gens vont choisir l'ordre des scénarios qu'ils préfèrent, mais voilà, si on regarde le scénario le plus probable, eh ben, il doit gagner dans tous les cas. Alors aujourd'hui, cette méthode de Condorcet, on peut la voir comme en fait une généralisation du deuxième tour. Parce que là, finalement, on a fait, dans ce scrutin majoritaire à deux tours, on a fait combattre A contre B. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait combattre A contre B? Parce qu'il est arrivé en premier, mais peut-être que quelqu'un qui serait arrivé en troisième, par exemple E, pourrait être meilleur que B et meilleur que A. Hein, c'est ce qu'on appelle parfois les sondeurs s'amusent à faire ça, ils s'amusent à faire des sondages pour regarder des hypothèses de deuxième tour. Alors, aux dernières élections présidentielles, on aurait pu avoir que pensez-vous? Que voteriez-vous au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Que voteriez-vous au deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Que voteriez-vous au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour les trois candidats qui avaient certainement le plus de voix? Et puis, on regarde s'il y en a un qui bat les deux autres. Voilà. Et bien, ce combat-là de 1 contre 1, on peut le regarder sur l'ensemble de toutes les paires de candidats. Donc là, on a 10 paires de candidats, hein, A contre B, A contre C, A contre D, A contre E, B contre C, D, E, D contre C, enfin C contre D, E et D contre E. Et puis, ben, on peut regarder, et là, C, on peut regarder, par exemple, combien de fois C est préféré à E. Donc, je regarde, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, j'essaye de vous guider. Donc, les votants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 préfèrent C à E, et les votants 9, 10, 11, 12, 13 et 15 préfèrent E à C. Donc, ça veut dire qu'on a 9 voix pour C et 6 voix pour E. Donc, si jamais on devait faire un combat entre C et E, c'est C qui gagnerait. Et puis, ben, on peut faire comme ça tous les 10 combats là dont je vous parlais. Et on peut résumer ça dans un tableau. Et donc, ben, A ne gagnerait contre aucun. Ben, évidemment, il y a toujours 10 votants qui le mettent en dernière position. B ne gagnerait son duel que contre A. D, il y a une petite erreur ici. D ne gagnerait son duel que contre A et B, E contre A, B et D. Et C, lui, il gagne les duels contre A, contre B, contre D et contre E. Et un gagnant comme ça, qui gagne tous ces duels les uns contre tous les autres, eh ben, Condorcet dit, il doit être élu. Alors c'est raisonnable comme pensée, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver un candidat meilleur, un candidat préféré par une majorité de personnes au candidat qui est élu. Et donc, même si ce n'est pas le premier choix, ou même le deuxième choix de tout le monde, c'est un candidat qui est relativement consensuel, vu que en face à face, il est préféré à n'importe qui d'autre. Voilà, il y a en politique fiction, certains pensent que Raymond Barre, en 1988, aurait été le candidat de Condorcet qui aurait pu battre au deuxième tour et Jacques Chirac et François Mitterrand. D'autres disent que Lionel Jospin, en 2002, aurait pu être le candidat de Condorcet, qu'il aurait battu n'importe quel autre candidat au deuxième tour, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, etc., etc. Bon, ça, on ne le saura jamais, ces deuxièmes tours n'arrivent pas. Mais voilà, l'idée de Condorcet, et qu'on peut faire nôtre, hein, c'est de dire, ben voilà, si un candidat est préféré à tous les autres, c'est raisonnable de penser qu'il doit être élu. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place ce mode de scrutin? D'abord parce qu'il est compliqué, d'autre part parce que malheureusement, le gagnant de Condorcet n'existe pas toujours. Et ça, c'est ce qu'a montré Condorcet dans ses recherches, ce qu'on appelle parfois le paradoxe de Condorcet, c'est que vous pouvez avoir des cycles de préférence quand on fait la majorité, où vous allez avoir A qui est préféré à B, B qui est préféré à C et C qui est préféré à A dans l'ensemble des votants. Je vous parlais d'histoire, et ben, au même moment où Condorcet commençait à réfléchir à ça, à ces modes de scrutin, il y avait aussi un autre chercheur, un autre Français, un autre membre de l'Académie des sciences qui réfléchissait à ça, c'était Jean-Charles de Borda. Jean-Charles de Borda, lui, il dit, mais on pourrait en fait penser à un... Ah, là aussi, je vois qu'il y a un petit décalage sur ma diapo. On pourrait penser à un mode de scrutin qui permette de
mettre en avant, en fait, le classement. Si on a accès au classement de chacun des candidats par chacun des votants, eh ben, on peut essayer de faire un score. Donner 5 points à celui qui est premier, 4 points à celui qui est deuxième, 3 points à celui qui est troisième, 2 points à celui qui est quatrième et 1 point à celui qui arrive dernier. Et puis, on va faire le total des scores. Et finalement, celui qui a le plus grand score à la fin, c'est celui qui est plébiscité par le plus grand nombre de personnes. Et puis, c'est lui qui devrait être élu. Alors, ce mode de scrutin, il existe, bien sûr. Il existe beaucoup dans le sport. Le championnat du monde de Formule 1, par exemple, raisonne comme ça. On donne un certain nombre de points au premier, un peu moins de points au deuxième, etc., etc. Le classement par points au Tour de France, donc le maillot vert au Tour de France, c'est exactement comme ça. C'est un classement de Borda. Alors, pas juste sur 5, mais sur beaucoup plus de points. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, avec ce classement, il vaut beaucoup mieux arriver tout le temps deuxième qu'une fois premier, une fois dernier. Voilà. Et donc, si on regarde, alors modulo le fait, je m'aperçois qu'il y a un petit décalage dans la dernière colonne, mais ceci mis à part, on peut voir que le candidat B, il va avoir 43 points, le candidat A seulement 35 points, il est très pénalisé par ces dernières places. Le candidat C, 50 points, mais le candidat D, lui, va avoir 51 points. Et donc, si on suit la règle de mode de scrutin de Borda, on va avoir envie d'élire le candidat D. Donc là, pour l'instant, je vous ai présenté 4 modes de scrutin. Le scrutin majoritaire à un tour avec A qui est élu. Le scrutin majoritaire à 2 tours avec B qui est élu. Le vainqueur de Condorcet, c'est C qui est le gagnant de Condorcet. Et puis, si on prend le mode de scrutin de Borda, c'est D qui est le vainqueur de Borda. Alors là, je vais faire un petit teasing. Attends, on va attendre un tout petit peu avant le dernier mode de scrutin pour vous dire que voilà, quand on voit ça, on a envie de creuser un petit peu d'histoire quand même. Et puis, il y a beaucoup de chercheurs qui, certains, à la fin du 19e siècle, au moment où les républiques se sont un peu installées en Europe, et puis au moment où les États-Unis se sont agrandis et donc ont été confrontés à des problématiques de représentation au Congrès, etc. Bref, à des moments où la démocratie était un peu vivace, des chercheurs, des mathématiciens se sont penchés là-dessus. Et puis ont commencé à inventer des nouveaux modes de scrutin. En se disant, voilà, là, le scrutin majoritaire à un tour, c'est quand même vraiment pas bien parce que on peut élire le candidat le plus détesté. Le scrutin de Condorcet, c'est intéressant, mais que faire si le vainqueur de Condorcet n'existe pas, etc., etc. Et donc, il y a eu un premier foisonnement de modes de scrutin. Et puis, il y a eu une deuxième période après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, au moment où l'économie a commencé à s'intéresser à la manière dont on prenait les décisions collectives. Et là, il y a eu un deuxième moment en recherche, mais plus porté par les économistes et les psychologues, pour réfléchir à des nouveaux modes de vote. Et puis, ça continue quand même encore aujourd'hui. Alors, voilà, inventer un mode de vote, il faut que ça soit un peu sérieux quand même, il faut que ça soit raisonnable, qu'il ait des bonnes propriétés mathématiques, je vais y revenir dans 5 minutes, qu'on puisse comprendre le mécanisme, et puis qu'on puisse aussi le mettre en place de manière pas trop compliquée. Et pour le 5e, j'ai choisi un nouveau mode de scrutin qui est de dire, voilà, qui existe, bien sûr, c'est le scrutin par élimination ou scrutin de Haar, on l'appelle. Moi, j'aime bien l'appeler le scrutin majoritaire à N-1 tour. Pourquoi c'est finalement l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on fait un scrutin majoritaire simplement à 2 tours? Pourquoi est-ce qu'on choisit les 2 meilleurs simplement? Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas à chaque fois tous les candidats sauf celui qui a eu le moins de voix? Donc c'est un peu l'idée des chaises musicales. À chaque tour, on va ôter le candidat qui est le moins aimé, et puis on va répartir, on va demander à la personne qui est son deuxième choix, etc., etc. Et puis là, comment ça fonctionne? Alors prenons un petit exemple, sur l'exemple que je vous ai donné.
au premier tour, c'est le candidat C qui a le moins de voix. Donc C est éliminé. On élimine C de ce qui est possible et on regarde, et au deuxième tour, c'est le candidat D qui va avoir le moins de voix. Le votant 14 qui préférait C, lui va voter pour son deuxième choix qui est E. Au troisième tour, on n'a plus que A, B et E qui sont en lice. Les deux qui votaient pour D vont voter pour E. Celui qui votait pour C va voter pour E. Et donc, c'est finalement B qui, avec 4 voix seulement, se retrouve le dernier. Et donc, si B est éliminé, on a un dernier tour qui est A contre E. Et puis, là, on voit bien qu'il y a encore 10 voix pour E et A n'a que 5 voix. Donc, on arrive là à une élection avec 15 votants seulement, 5 candidats, 5 modes de scrutin et 5 vainqueurs différents. Scrutin majoritaire à un tour A est élu, scrutin majoritaire à 2 tours B est élu, scrutin de Condorcet C est élu, le Borda D est élu, et le scrutin majoritaire à 4 tours, c'est E qui est élu. Et donc là, j'espère, à travers cette petite introduction, vous avoir montré que, oui, finalement, ça mérite d'être réfléchi un petit peu, cette question du mode de scrutin, vu qu'ici, avec les mêmes personnes qui ont les mêmes préférences, si je choisis le mode de scrutin, c'est moi qui choisis le vainqueur. Alors, dans la vraie vie, évidemment, on ne connaît pas tout, on n'a pas juste 15 votants, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'expériences qui montrent que si on change le mode de scrutin, alors le vainqueur peut certainement changer. Donc, cette question des modes de scrutin, comme je vous disais, elle a été étudiée par des mathématiciens, par des économistes. Et on a ressenti à ce moment-là la nécessité de formaliser un petit peu les choses. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait qu'on a une liste de candidats, qu'on va appeler C1, C2, C3, etc. jusqu'à CM. On sait qu'on a une liste de votants, V1, V2, V3 jusqu'à VN. Et on connaît les préférences de tous les votants sur l'ensemble de tous les candidats. On suppose aussi que tous les votants sont sincères et que les préférences des votants ne changent pas entre 2 tours de scrutin, c'est-à-dire que tout se fait de manière synchrone. C'est-à-dire on ne va pas attendre 2 semaines pour faire le deuxième tour. On fait le deuxième tour à partir des préférences qui ont été indiquées initialement. Voilà. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, on peut définir un mode de scrutin comme une fonction mathématique qui prend en entrée des préférences. Alors, les préférences, on aime bien les représenter avec ce signe un peu supérieur, mais un peu mou, voilà, c'est préféré. Voilà. Et puis, en sortie, on va essayer de sortir au mieux un ordre de préférence, comme ça, sur les candidats. Au pire, simplement un candidat unique qui est le vainqueur. Et donc, comme on a une fonction mathématique, on peut tout à fait faire des maths avec, et donc étudier des propriétés mathématiques des processus de vote. Alors, des propriétés mathématiques, il y en a beaucoup, et tous les chercheurs, mathématiciens ou économistes, comme je vous disais, qui se sont penchés sur la question, en ont sorti. Alors, il y a un livre qui recense les propriétés des propriétés des modes de scrutin, et qui en recense une trentaine ou même une quarantaine, je crois. Voilà, je peux vous en présenter quelques-uns. L'unanimité, ça veut dire que si tout le monde est d'accord pour mettre A en première position, il faut que ce soit A qui soit élu. L'anonymat, ça veut dire que il faut que tous les tous les votants soient anonymes. On ne peut pas dire que c'est tel votant qui décide. On n'est pas en dictature. Et la neutralité, c'est la même chose sur les candidats, c'est-à-dire que si les candidats changent de nom, il faut que le mode de scrutin ne change pas, lui, et ne change pas le vainqueur. L'universalité, ça veut dire que toutes les préférences sont acceptables, a priori. Le vainqueur de Condorcet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux si le mode de scrutin élit le vainqueur de Condorcet quand il existe, et puis qu'il n'élit pas le perdant de Condorcet, c'est-à-dire la personne comme A tout à l'heure, qui va perdre tous ses duels face à tous les candidats. Et puis après, il y en a qui sont un peu plus compliqués, la monotonie. Si j'augmente ma préférence pour un candidat, il ne faut pas que ça le desserve. La consistance au rassemblement, c'est-à-dire que si dans 2 groupes A est classé premier, quand on réunit ces 2 groupes ensemble, il faut que A continue à être classé premier, etc., etc. Donc là, beaucoup de propriétés, je ne vais pas toutes les dire.
Ensuite, après les propriétés, il y a un foisonnement de modes de scrutin. Voilà. Comme je vous disais, on a vu, nous, le scrutin majoritaire à un tour, qu'on appelle par un petit nom SM1T, le scrutin majoritaire à 2 tours, le scrutin par élimination, ou ce que j'ai appelé le scrutin à N tours. On peut, voilà, M. Böcklin a proposé un mode de scrutin aussi qui dit, si personne n'a la majorité au premier tour, on demande aux gens non seulement leur premier choix, mais leur premier et leur deuxième choix. Et puis, si personne n'a la majorité, on demande les premiers et deuxième choix, on demande les premiers, deuxième et troisième choix, etc., etc. Et forcément, au bout d'un moment, quelqu'un va avoir la majorité. Voilà. Il y a aussi des scrutins qui utilisent les rangs. Donc, Borda en a proposé un. Nonson, il en propose un en disant, si au premier tour, le scrutin de Borda n'a pas déclaré de vainqueur, et on continue. Si personne n'a la majorité au scrutin de Borda, on élimine celui qui a le moins de voix, etc., etc. Et puis, il y a plusieurs personnes qui aussi se sont dit, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vainqueur de Condorcet, et qui ont proposé des règles pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un presque vainqueur de Condorcet. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si ça vous intéresse, vous achèterez notre livre. Mais c'est pour vous dire qu'il y a, voilà, là, on vous en cite une dizaine, mais en fait, il y a des centaines, enfin des dizaines, voire des centaines de modes de scrutin qui existent. Et puis, on peut analyser comme ça les propriétés. Donc ça, c'est un petit tableau qui est issu de notre livre, où on a en en-tête de colonne les différents modes de scrutin, en en-tête de ligne les propriétés, et puis on vérifie quelles sont les propriétés qui sont vérifiées on regarde quelles sont les propriétés qui sont vérifiées par chaque mode de scrutin. Et puis on voit, le scrutin majoritaire à un tour, il a 6 propriétés vérifiées, le scrutin majoritaire à 2 tours, il n'en a que 4, il est vraiment pas très bon, etc., etc. Et puis, en fait, on a envie de se dire, quand on voit ça, mais il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on arrive à trouver un mode de scrutin qui vérifie toutes les bonnes propriétés qu'on a listées. Voilà. Donc, anonymat, unanimité, c'est le cas, mais les autres, il y en a quand même qui ne sont pas vérifiés. Et donc, travaillons, cherchons, réfléchissons un petit peu. Et c'est ce qu'ont fait les chercheurs en théorie du vote. Jusqu'à ce qu'arrive Kenneth Arrow, qui, pendant sa thèse en 1951, a établi un théorème qui dit qu'en fait, c'est complètement vain de chercher à trouver un mode de scrutin qui vérifie toutes les bonnes propriétés, parce qu'en fait, ces propriétés sont très très vite incompatibles entre elles. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là non plus, mais Arrow, dans son théorème, montre que les 5 propriétés pourtant évidentes, je vous ai dit tout à l'heure l'universalité, on ne veut pas vous restreindre dans vos préférences. L'unanimité, si tout le monde est d'accord, alors le candidat sur lequel tout le monde est d'accord doit être élu. L'indépendance vis-à-vis des alternatives tiers, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça veut dire que le résultat ne doit pas dépendre de la présence ou de l'absence dans la liste des candidats d'un candidat qui ne pourrait pas gagner. Et ça, on voit très bien que le scrutin majoritaire à 2 tours ne vérifie pas cette propriété, vu que, si je reprends encore l'exemple de l'élection présidentielle en France en 2002, la présence ou l'absence de Mme Taubira ou M. Chevènement dans la liste des candidats a pu modifier le mode de scrutin. C'est la politique fiction. Si Christiane Taubira n'avait pas récolté 2% des voix, c'était peut-être les 2% des voix qui manquaient à Lionel Jospin pour passer au deuxième tour et battre peut-être Jacques Chirac. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, le résultat de ce mode de scrutin est dépendant largement de la présence ou de l'absence des candidats. Et puis après, il y a 2 autres propriétés. Une de transitivité. Si je préfère A à B et que je préfère B à C, alors j'aurais aussi préféré A à C. Et puis, quelque chose qu'on aime bien en démocratie, c'est que ça ne soit pas une personne, un seul votant qui décide pour tout. Et en fait, la force de Kenneth Arrow, ça a été de montrer que ces propriétés ensemble sont incompatibles. Et donc là, c'est un drame. En fait, ça a parfois été résumé en disant la démocratie ne peut pas mathématiquement exister. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Mais, voilà, le paragraphe s'appelle une impasse parce que, évidemment, on est là face à quelque chose qui est quand même un peu dur mathématiquement, de s'apercevoir que le
le foisonnement de propriétés, le foisonnement de modes de scrutin arrive à une impasse finalement, très peu de propriétés ensemble. Ça ne permet pas aux candidats, à un mode de scrutin d'émerger et surtout de vérifier toutes ces propriétés. Alors, et donc, il arrive à un dernier... Généralement, mais je vois, un dernier chapitre, et c'est je généralement t'entends. le moment où je prends la parole. Là, j'ai fait un peu peur à Antoine, je suis désolé, hein, j'avais un peu de retard, mais comme je savais qu'Antoine ferait la première partie, je me suis permis voilà, d'arriver un peu plus tranquillement. Donc voilà, toutes mes excuses. Je m'appelle Jean-Baptiste Aubin et donc je vais vous parler du moment où nous sommes dans l'impasse. Donc peut-être Antoine, si tu veux, tu peux me laisser partager les slides, comme ça je vais pouvoir... Tu as les slides et tout. Donc, eh ben, très bien, je te laisse alors. Et je me réjouis que tel Zoro, tu arrives pour réparer la situation. Magnifique. Alors, on va voir. Ouais, alors là, est-ce que j'arrive à... Non, là, Alors, comme Zoro, il va falloir que je réussisse à partager mon PowerPoint. Mais si j'y arrive, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Partager. Vous n'étiez pas loin de partager, ouais, parce qu'on voyait votre écran à l'instant, votre navigateur web. Voilà, là on voit votre navigateur web. Alors, il faut que je fasse autoriser le partage d'écran. Et là, ça marche mieux? Par exemple, non, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, voilà. Est-ce que là, parfait. ça va? On voit en résumé où sommes-nous, ouverture, très bien. Très bien. Bon, désolé, c'est un peu laborieux. Donc là, nous sommes à un moment un peu critique où pendant quelques décennies, pas très lointaines dans le passé, comme disait Antoine, tout le monde va penser qu'il n'y a pas de bon mode de scrutin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend encore souvent. Et comme dans beaucoup de résultats mathématiques, ce qui est super important, c'est les hypothèses. Et dans le théorème d'Arrow, il dit qu'il n'existe pas de procédure d'agrégation de préférence. On aurait même pu être plus précis en disant d'ordre de préférence. C'est-à-dire que si vous demandez aux votants de donner leurs ordres de préférence sur les candidats, on va pas s'en tirer. Le théorème d'Arrow est là pour nous le dire. Et donc, une bonne idée quand on est dans cette impasse, ça va être de contourner ce fameux théorème d'impossibilité, tout simplement en sortant des hypothèses. Et nous, ce qu'on a proposé avec Antoine, on n'était pas les premiers, hein, mais c'est d'imaginer des modes de scrutin où cette fois on considérait plus les ordres de préférence des votants, mais on considérait cette fois des évaluations. C'est-à-dire que chaque votant va donner une note à chacun des candidats. Et en faisant ça, on va sortir du théorème de Arrow par le haut, j'allais dire, puisqu'on va donner beaucoup plus de carburant, plus d'informations, et les modes de scrutin basés sur ces informations plus riches vont mieux fonctionner. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on a des exemples dans les émissions télévisuelles où on a des juges qui donnent des notes aux candidats. Bien là, dans une élection, par exemple, politique, ce serait la même chose. Vous donneriez une note à chacun de vos candidats. Notez un avantage direct, c'est que le vote utile, pour le coup, n'existerait plus. Vous aimiez Madame Taubira et Monsieur Jospin en tant que candidat, bien, vous pouvez très bien leur donner 9 sur 10 à tous les deux. Et ça ne pénalise plus le candidat Jospin que la candidate Taubira se présente. Et puis, du point de vue du votant, c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas avoir à se restreindre peut-être à un seul nom, alors que plusieurs pourraient convenir. Beaucoup plus d'informations, plus nuancées, un mode de scrutin plus efficace. Alors, les modes de scrutin les plus classiques qui se basent sur les évaluations, bien, le plus simple d'entre eux, c'est le vote par approbation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'échelle des notes est réduite à sa plus simple expression. Vous donnez 0 si le candidat ne vous plaît pas, s'il n'a pas votre approbation, et 1 si le candidat vous plaît. Donc, tous les candidats vont recevoir un certain nombre d'approbations des votants, et on pourrait très bien imaginer que celui qui reçoit le plus d'approbations soit élu. Notez qu'en pratique, ce vote par approbation, il serait particulièrement simple à être mis en place dans les endroits où on vote. Il suffirait pour cela que dans chaque enveloppe, vous mettiez autant de candidats que ceux qui vous semblent acceptables. Et ensuite, on dépouillerait de la même façon qu'actuellement. Alors, il y a des choses plus nuancées. Par exemple, si l'échelle de notes est plus fine, on pourrait imaginer des votes à la meilleure moyenne. C'est-à-dire que tous les candidats reçoivent toutes leurs notes
eh bien, ils calculent leur moyenne, comme tous les collégiens ou toutes les lycéennes, qu'importe, et puis on regarde celui qui a la meilleure moyenne. Là, je pense que les gens pourraient comprendre aussi, parce qu'évidemment, c'est un facteur super important de créer des modes de scrutin qui soient compréhensibles par l'ensemble des électeurs et des électrices. Et donc, le candidat qui pourrait avoir la meilleure moyenne pourrait être élu. Notez au passage que ces modes de scrutin dont je viens de vous parler, ils sont déjà utilisés. Alors, je ne sais pas si vous avez, par exemple, déjà fait un doodle où il s'agit de trouver la meilleure date de réunion pour tout le monde. Eh bien, il s'agit tout bêtement d'un vote par approbation. Chacun donne son approbation à plusieurs dates, et puis la date qui reçoit le plus d'approbation est élue. C'est exactement ça. Vous imaginez pas, j'imagine, voter pour une date au scrutin majoritaire à 2 tours. Ce serait complètement dément. Ben, nous, c'est ce qu'on fait avec notre président. Bon, bref. Le vote à la meilleure moyenne, c'est ce qui se passe lorsque, par exemple, vous regardez votre application Google Maps, pour ne pas la citer, et que vous regardez le nombre d'étoiles en moyenne qu'a un restaurant ou je ne sais pas, un tout autre commerce qui a été évalué précédemment. Et bien là, vous pouvez tenter de, vous aussi, élire l'établissement qui a la meilleure moyenne des votes. Alors, il existe d'autres modes de scrutin, par exemple le jugement majoritaire, le vote à la meilleure médiane, où cette fois, on ne va plus considérer la moyenne, mais plutôt la médiane. J'y reviendrai par la suite. Et donc, l'objet de l'article qui a été publié en 2022 donc par Irène Ganas, Samuela Leoni, Antoine et moi-même, eh bien, consiste simplement à donner une sorte d'unification de tous ces modes de scrutin à l'aide de la même idée. Alors cette idée, je vais la décrire dans le slide suivant, mais précédemment, il faut juste imaginer que, par exemple, dans une élection, si vous avez 2 votants et que vous donnez une note à ces 2 votants en tant qu'électeur, eh bien, vous pouvez être représenté comme un point dans le plan. C'est 2 candidats. Oui, pardon, à 2 candidats. Pardon. Merci Antoine. Donc vous êtes un votant, vous avez 2 candidats, vous donnez une note à chacun des 2 candidats. Eh bien, vous pouvez être représenté. Si par exemple vous avez un axe qui représente les notes du premier candidat et le second axe orthogonal qui représente les notes du second candidat, vous pouvez être représenté par un point dans le plan des candidats. Et de façon analogue, l'ensemble des autres votants, eh bien, ils peuvent aussi être représentés de la même façon. Ce qui fait que finalement, eh bien, l'élection en elle-même va pouvoir se synthétiser tout simplement dans une sorte de nuage de points, où le nombre de points, ça va être le nombre de votants, et la dimension de ce nuage de points, ça va être le nombre de candidats. L'idée qu'on développe dans ce travail publié il y a maintenant 3 ans, eh bien, c'est de se dire, considérons ce nuage de points et allons chercher le votant le plus central dans le nuage de points. Et c'est à lui qu'on devrait poser la question, quel est votre candidat préféré? Et on devrait élire ce candidat. Pourquoi? Parce que ce votant, du point de vue des préférences de l'ensemble de la population, l'ensemble des votants, eh bien c'est celui qui a les préférences qui sont les plus ressemblantes à l'ensemble de la population. Et donc, une intuition, c'est de se dire que c'est lui qui devrait choisir. C'est celle-ci, c'est donc de considérer le nuage de points et d'aller cibler le votant qui a les préférences les plus centrales dans le nuage de points. Alors ici, on a par exemple un nuage de points dans 2 dimensions, donc on suppose qu'on a 2 candidats, chaque point c'est un votant, et la question qui se pose, mais c'est quoi le centre d'un nuage de points? Et en fait, il existe plusieurs définitions, là aussi c'est un euphémisme, il en existe même une infinité de façons de choisir le centre d'un nuage de points. Et peut-être que la plus naturelle, celle qui nous vient un petit peu en premier, eh bien, c'est de se dire que le centre, ça pourrait être le point qui a pour coordonnées les moyennes des notes obtenues candidat par candidat. Ça semble logique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en faisant ainsi, on va retomber sur le centre de gravité du nuage. Et là, du coup, c'est une interprétation physique directe. On suppose que chaque point a le même poids et on se demande où il faudrait mettre le doigt sous le plan pour que ça tienne. Sur le centre de gravité, très bien. Et les coordonnées de ce point, c'est bêtement les moyennes des évaluations reçues par les candidats. Et là, on retrouve le vote à la moyenne, c'est-à-dire que ce centre, si il préfère un candidat, il a une moyenne plus élevée pour un candidat, eh bien, ça voudra dire qu'il faudra élire ce candidat. Et donc, grâce à cette approche, si vous voulez, un peu de nuage de points, d'essayer de trouver le centre, eh bien, on retombe sur un mode de scrutin très connu qui est le vote à la moyenne.
Alors, ce vote à la moyenne, il a des partisans, mais il a aussi des détracteurs. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, évidemment, et ça c'est d'autant plus vrai que l'échelle de notes est fine, eh bien, on peut être tenté de voter stratégique, c'est-à-dire de ne pas voter sincèrement, mais par exemple de donner 20 sur 20 ou la note maximale à son candidat préféré et 0 sur 20 à tous les autres. En se disant, comme ça, je vais essayer d'optimiser les chances pour mon candidat préféré. Alors notons au passage que c'est une stratégie peut-être un peu naïve et presque, je dirais, contre-productive. Pourquoi? Parce que les candidats qui vont pâtir de ce vote stratégique, ça va être les candidats que vous aimez bien ou très bien, mais qui ne sont pas votre candidat préféré. Et ceux-là, ils vont perdre beaucoup de points, alors que ceux que vous détestez, de toute façon, ne perdront rien avec vous. Donc bon, cette stratégie, elle est un peu discutable, n'empêche que il est vrai que on sait bien en statistique, en tout cas, que la moyenne est très sensible à des valeurs un petit peu modifiées. On dit qu'elle n'est pas très robuste. Et c'est justement à ce problème que se sont attaqués Michel Balinski et Rida Laraki il y a une vingtaine d'années. Et eux, ce qu'ils se sont dit, c'est que ce qu'il faudrait, ce serait essayer, alors là, on refait un peu voilà, un rappel sur le vote par approbation, mais ce serait d'essayer d'être plus robuste. Et leur idée à eux, ça ne va pas être de prendre la moyenne, mais de prendre la médiane. Et donc, c'est expliqué ici sur ce transparent, c'est-à-dire, je ne suis pas très transparent, mais bon, sur cette image, c'est-à-dire que là, si vous avez trois candidats, donc le candidat rouge, le candidat carré et le candidat triangle, et que vous ordonnez les notes reçues par ces trois candidats de la plus faible à la plus élevée, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la note médiane, c'est celle qui va être exactement au milieu. Il va y avoir autant de notes plus faibles et de notes plus élevées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on retrouve un petit peu le nom de jugement majoritaire. Eh bien, ça va vouloir dire que vous allez élire le candidat qui a la note médiane la plus élevée. Ici, dans l'exemple, vous voyez très bien que c'est le candidat rond qui va être élu parce que sa note, qui est vert un peu foncé, va être sa note médiane va être la plus élevée des trois candidats. Alors, ce vote à la médiane, évidemment, il a des qualités très claires sur le fait qu'il est particulièrement robuste au vote stratégique, parce que vous imaginez que s'il y a des gens qui vont artificiellement gonfler certaines notes ou en baisser d'autres, eh bien finalement, ça aura peu de chances d'impacter la médiane, à moins que vous ayez plus de la moitié des votants qui votent stratégique. Mais là, est-ce qu'il faut vraiment tenir en compte les résultats d'une élection où plus de la moitié des gens votent stratégique? Mais par contre, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que, eh bien, comme vraiment, on est focus juste sur la note médiane, eh bien, on va perdre toute l'information des deux côtés et dans certains cas, il fonctionnera moins bien que les autres. Voilà. Donc, il est un peu moins bien. Ceci dit, de ce point de vue-là, lorsqu'on prend une certaine distance dans le nuage de points initial et qu'on minimise, qu'on calcule, si vous voulez, pour un point donné, la somme des distances à tous les points du nuage de points, et bien avec une certaine distance, la distance L1, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais on retombe sur un centre qui est la médiane coordonnée par coordonnée. Donc on retombe, si vous voulez, sur le jugement majoritaire avec une autre distance, mais la même idée de base du fait qu'il faut demander l'avis au centre du nuage. Voilà. Donc voilà pour le jugement majoritaire. Je reviendrai peut-être pas sur le vote par approbation, j'en ai parlé un petit peu avant. Par contre, voilà, les conclusions en tout cas auxquelles on est arrivé avec toute l'équipe, c'est que cette famille de modes de scrutin qu'on a appelé Deepest Voting, puisqu'on a publié dans une revue angliciste, mais qu'on pourrait traduire par la famille des votes les plus profonds, parce qu'on va chercher le plus profond au milieu du nuage de points. Eh bien, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que ça généralisait les principaux modes de scrutin par évaluation, dont j'ai parlé avant, jugement majoritaire, vote à la moyenne, qui s'appelle range voting en anglais, ou vote par approbation. Donc, c'était déjà quelque chose qui unifiait tous ces modes de scrutin basés les plus classiques sur les évaluations. De plus, il tirait profit d'une information plus nuancée et plus large sur les préférences des votants, sous-entendu que les ordres de préférence qui sont insuffisants et qui conduisent au théorème d'impossibilité d'Arrow. En conclusion, on arrivait aussi à vérifier simultanément les quatre propriétés
dont Haro disait qu'elles ne pourraient jamais être vérifiées simultanément. Ben oui, parce qu'on sort de ces hypothèses. Ces modes de scrutin sont aussi bien moins sensibles à de nombreux autres paradoxes, qui sont simplement des propriétés qu'on n'a pas trop envie de voir dans les modes de scrutin et pour lesquels les autres modes de scrutin sont sensibles. On s'est aussi rendu compte dans des simulations que ces modes de scrutin basés sur les évaluations, étant plus riches, donnaient des vainqueurs qui étaient mieux aimés ou plus consensuels dans certains cas que les modes de scrutin classiques et dans des proportions quelquefois assez significatives. Finalement, le dernier point, je pense qu'il pourrait être aussi appliqué au mode de scrutin basé sur les ordres de préférence, mais disons que par les évaluations, on aura un moyen direct de refuser tous les candidats, en imaginant par exemple que si aucun des candidats n'avait la moyenne, par exemple, eh bien, comme dirait De Gaulle, il n'y aurait pas eu rencontre d'un homme avec la nation, parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'une femme puisse être élue, et nous permettent, alors pourquoi pas, de dire que il n'y a pas deux candidats qui ont vraiment été suffisamment bien appréciés par l'ensemble de la population pour pouvoir être élus. Voilà donc pour ces conclusions. Je ne sais pas, Antoine, si tu as envie de rajouter quelque chose. Voilà, c'était effectivement une petite introduction en 1 heure. On a essayé de vous présenter l'état de nos recherches, c'est-à-dire pas seulement une conférence où on dit qu'il y a un problème, mais aussi on montre comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, chercheurs, on essaye de réfléchir un petit peu à proposer des nouvelles méthodes de vote et comment est-ce qu'on fonctionne. On part des propriétés, on essaie de trouver, et puis on voit que effectivement, en ayant plus d'informations, on arrive à des choses meilleures. Alors, peut-être ce qu'il n'y avait pas dans la conclusion et qu'on pourrait dire, c'est que pour reboucler sur comment être élu à tous les coups, vous avez vu que finalement, chaque mode de scrutin, et c'est valable pour les modes de scrutin que j'ai présentés comme pour ceux que Jean-Baptiste a présentés, chaque mode de scrutin peut potentiellement élire une personne différente, un candidat différent, et on peut regarder quel est le profil un peu de la personne qui va être élue. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très clivant, c'est-à-dire qu'il va avoir 51% des gens pour lui et 49% des gens contre lui? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un de plus consensuel, qui n'est jamais le premier, mais qui est toujours le deuxième ou le troisième choix, etc. Et donc ça, on peut faire une étude pour regarder quel type de candidat est mis en avant par quel type de mode de scrutin. Et donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière collective dans notre constitution, j'allais dire, c'est de se dire finalement quel type de candidat on veut, quel profil de personne on veut à quel poste. Est-ce que pour le président de la République, on veut quelqu'un qui soit largement consensuel, même si c'est le premier choix de personne, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui, comme aujourd'hui, a été au moment de son élection plébiscité par 50,01% des voix et qui est détesté par 49,99% des suffrages. Voilà. C'est une question qu'on peut laisser ouverte.